c'est quand même des bons micros. Ah oui, c'est les micros. Alors, toi, tu as le micro de Léon Zitrone, moi, c'est Guy Lux. Jean-Marc Singier, une question se pose. Quel est le sens de ces titres que vous donnez à vos œuvres, qui sont toujours étonnants et qui intriguent tous les mélomanes et les auditeurs? Alors, les titres, d'abord, font toujours partie du processus dans lequel je travaille. Parfois, ils sont motivants, c'est-à-dire que parfois, ils ont été même conçus avant d'écrire la musique. C'est le cas, par exemple, de la pièce Accent dessus, dessous, du flux, du flou, des axes. Donc, il y a effectivement l'idée que le titre doit annoncer un peu ce qu'est la pièce qu'on va écouter. Je raconte comme anecdote que la première pièce que j'avais écrite, qui s'appelait NDK, c'est-à-dire 11 en grec, j'avais fait ça très sérieusement. C'était l'époque où on appelait les œuvres polyphoniques, 10, bidule en ut, etc. Toute cette époque-là. Et je trouvais que ça ne donnait pas du tout l'annonce de ce qu'on allait entendre. J'écris donc cette pièce NDK, qui était pour un petit ensemble, et donc c'est joué à la radio, à la RAI en Italie, et il y a un éclat de rire qui se passe en studio, c'est-à-dire que la présentatrice éclate de rire pour un titre qui n'était pas du tout drôle, NDK, bon voilà. J'apprendrai par la suite par des collègues qui étaient en Italie à l'époque la raison de ça, qui était totalement étrangère à l'œuvre en question, mais bon. Et l'année suivante, j'avais une pièce qui était jouée en Italie, je me suis dit, là, je veux qu'on rie. Et c'est moi qui veux qu'il le fasse. Et donc, à ce moment-là, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Bloc en vrac de briques et de broc. Et j'étais sûr qu'en Italie, ce serait une catastrophe, rien que de le prononcer. Adesso sentiamo bloc e en vrac et des briques et des brocs. Rien que de dire ça, j'étais sûr que ça allait être une cacophonie. Mais parfois, il y a des pièces, une sorte de complaisance à faire des titres un peu sans intérêt. Et je trouvais que c'était important, comme un effet d'annonce. Donc ça, c'est pour vous expliquer pourquoi je tiens toujours à ça. Un, donc, parce qu'ils annoncent la pièce. Et dans le cas, par exemple, de ce qu'on entend, là, dans Accent dessus-dessous, on entend tout de suite, effectivement, qu'il y a des choses qui émergent sur un flot sonore. Bon, après, il se passe bien sûr bien des choses, mais c'était l'idée de départ. J'avais une pièce aussi qui s'appelait Figure en phase et pure, en phase, virgule, non, figure. Ah, c'est extraordinaire, parce que ce qui arrive à tous les auditeurs, on se rend compte que... C'est pareil pour moi. C'est pareil. Figure en phase éparse. Voilà, en phase éparse. 3 points de suspension, en phase, et à la fin, épure. Donc le discours se raréfie. Et c'est à partir de là, disons, que j'ai souhaité avoir une idée qui soit toujours dans cet axe-là. Par exemple, une pièce pour clarinette qui s'appelle Bourrimé Buriné, ça donnait bien l'idée de quelque chose qui est retravaillé avec des petits mots. Donc, et là, par exemple, sur la dernière pièce du disque qui s'appelle Rouage d'œillade, virgule, voire VOIRE, c'était l'idée qu'on entende des sortes de clins d'œil qui reviennent périodiquement, mais qui débouchent sur autre chose. Donc, et en même temps, sur le mot voir, il y a aussi le regard. Enfin bon, donc c'est un petit peu des jeux comme ça sur les assonances, sur le sens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus qui est à l'origine de l'écriture d'une pièce? Comment vous commencez une nouvelle pièce? Comme facteur déclenchant, il y a souvent une sonorité. Je vais vous donner le premier exemple qui me vient en tête. C'est une pièce qui était pour cuivre, qui s'appelle Tohu Bohu d'intrus. En fait, là, c'était les sourdines de cuivre. Je trouvais que dans l'écriture des cuivres, il y avait souvent une sourdine. Vous entendez Miles Davis avec la sourdine harmone, ou vous entendez certains cas spécifiques, mais il n'y a pas de variation de couleur. Et moi, c'est l'idée du tohu bohu. J'ai pensé tout de suite, évidemment, à la sourdine, ce qu'on appelle wah-wah, qui ouvre et qui ferme le son. Et donc, c'est avec cette idée-là que j'ai construit cette pièce qui était pour cuivre, qui était une commande, et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur les sourdines. Un autre cas, par exemple, il y avait des instruments sur que j'avais écrit une pièce pour les percussions de Strasbourg, Dru, flou, débridé, débousse et brou. Et là, il me faisait découvrir donc le Waldteufel, qui est une sorte de petit tambour à friction, mais qui est une sorte de son comme une sorte de corbeau qui s'est enroué, qui est un peu, ou comme une voix un peu acariâtre.
Donc avec cette idée-là, ça a généré tout un passage, parce qu'il y a le début de la pièce commence avec plusieurs tambours à friction, et à la fin, il y a cette espèce de mamie un peu acariâtre qui crie. Donc, l'élément déclenchant, c'est vrai qu'il y a une couleur d'instrument. Et je prends l'exemple de accent dessus-dessous, du flux des axes. Et les feuilles de métal, qui est une sorte d'éclat en fait sonore, ça tout de suite, je me suis dit, mais c'est magnifique, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc ça, par exemple, c'est un des éléments fondamentaux de ce qui m'a stimulé pour écrire. C'est-à-dire que c'est un élément sonore qui n'a a priori pas d'autonomie de discours, il est juste là comme un effet, et je me dis non, ça doit être autre chose qu'un effet, je dois pouvoir y apporter une sorte disons, d'élément organique qui fait qu'il s'insère dans un discours et qu'il a sa place aussi bien qu'un instrument plus classique, je veux dire, ou d'une lutherie beaucoup plus traditionnelle. Et c'est vrai que, vous voyez, je cite le Waldteufel, je cite des instruments, le tambour à friction aussi, ou le gong glissando, par exemple, sur la pièce Tohu-Bohu. C'est-à-dire, je m'arrange pour que ces instruments puissent être partie intégrante d'un discours, autant que les instruments qui sont beaucoup plus traditionnels. Donc ça, c'est l'élément le plus motivant au départ. Et chaque fois qu'en fait on prend un titre, dans ma mémoire, ressurgit tout de suite un instrument qui l'a motivé. Et donc il y a par exemple, je disais figure en phase éparse, en phase épure, c'était le cymbalum. J'avais jamais écrit pour cymbalum, donc il y a eu le passage central, c'est un grand solo de cymbalum. Jean-Marc, donc dans ce nouveau disque, on retrouve des enregistrements de l'ensemble Fa. Vous pouvez nous parler de votre collaboration avec cet ensemble? Pour moi, cette collaboration a été déterminante dans mon travail, parce que la collaboration avec chacun des musiciens, avec le chef d'orchestre, Dominique Mille, a été très stimulante à divers titres. Le premier, c'est qu'ils avaient une telle exigence que le moindre flou dans ma pensée, dans la façon d'écrire, était tout de suite signalé. Ça m'a donc obligé à écrire absolument très très précisément et surtout à savoir exactement ce que je voulais. Mais c'est aussi en même temps une souplesse d'adaptation face à une écriture, face à un univers sonore qui peut parfois dérouter, et puisque c'est un discours, si vous voulez, qui est très morcelé et qui, s'il est bien agencé, donne son sens à l'événement qui s'enchaîne. Mais s'il est mal agencé, s'il y a un léger décalage, à ce moment-là, la musique paraît complètement anarchique. Et pour ça, il fallait absolument des musiciens qui sachent exactement quand entrer. Et ça a l'air de rien de dire ça. On a l'air de penser que c'est une évidence. Mais un flûtiste qui joue du piccolo, qui attaque sur un signe du chef, ne fait pas le même geste qu'un contrebassiste qui attaque ou un contrebassoniste. Parce que là, vous avez une inertie de l'instrument, donc ça veut dire prévoir, anticiper. Tous ces gestes, j'allais dire, qui sont spécifiques à chacun des musiciens, dans l'ensemble Fa, chacun savait son rôle suffisamment pour être réellement au bon moment, au moment voulu pour que ça s'enchaîne bien. Vous écoutez la musique, vous verrez, tout a l'air d'aller de soi. Je l'ai entendu bien des fois où rien ne va de soi. Et tout simplement parce que ces musiciens, c'était ça. Donc je voulais absolument, j'avais des enregistrements que j'avais eu grand plaisir à faire avec eux, avec chacun d'entre eux, et je trouvais ça insupportable qu'on ne puisse pas les entendre dans ces cas-là. Donc je suis enchanté que le disque donne l'occasion de le faire. Donc dans ce disque, on trouve aussi la pièce dans laquelle j'ai l'honneur de jouer et dont j'ai l'honneur d'avoir été un dédicataire, Accent dessus-dessous. Du flou, du flux, des axes. Des axes. Voilà. À deux, on y arrive. Il y a des points de suspension entre chaque. Voilà, et des virgules. Voilà. Donc, voilà. Et alors, quelques mots sur cette pièce. Alors, d'abord, il y a une histoire avec cette pièce. C'est-à-dire que j'ai effectivement une fascination pour l'écriture de la percussion, du piano. Dans le cas d'Accent dessus-dessous, il y avait donc une petite pièce qui s'appelle Fouillis, qui s'appelle Fragment distinct, Fouillis d'instant.
Et donc cette pièce-là avait donné quelques petites figures sonores que je voulais absolument réutiliser. Il y avait aussi une autre pièce qui s'appelle Élan, saccade et biais du flux. Donc le flux, vous voyez, il est déjà là. Les fragments sont déjà là. Ensuite, j'ai les instruments dont je vous ai parlé. Et il y avait autre chose aussi vis-à-vis de l'histoire, j'allais dire de l'histoire de cette formation. Parce qu'on constate pourquoi j'ai aimé tout de suite écrire pour le piano avec la percussion. Donc évidemment, on pense tout de suite, dans ces cas-là, à Bartók, à sa sonate, bien sûr, mais on pense aussi à Contact de Stockhausen, ou on pense à l'improvisation 2 sur Mallarmé de Boulez, ou encore au tombeau de Hurel dédié à Gérard Griset. Ce sont des pièces qui, comme par hasard, ont supplanté, j'allais dire, dans l'instrumentarium, ce qui se passait au 19e, où finalement les compositeurs travaillaient sur le quatuor, parce que vous aviez une sorte d'irisation, de moirure entre les timbres, si bien que vous aviez une sorte de gigantesque instrument avec 4 instruments, du violoncelle au violon. Et là, vous avez, avec le piano et la percussion, vous avez à peu près le même principe de départ. C'est un instrumentarium qui peut être très étendu en tessiture. Le mode d'émission sonore est le même, puisqu'il est percussif, que ce soit des marteaux sur une corde ou que ce soit des baguettes sur des lames de métaux ou sur des pots. Le principe est le même, si bien que vous pouvez avoir effectivement une espèce de, je vous dis, de moirure où il y a des sons mats, des sons brillants. Et ça, c'est un des éléments qui était vraiment pour moi stimulant. J'y tenais beaucoup. Le deuxième élément qui m'importait, et vous verrez dans la pièce du reste, c'est ce qui fait que de temps en temps on se dit mais qui fait quoi? Par exemple, dans la fin de la pièce, vous avez une sorte de mélange, de mix entre les timbales et le piano, mais qui était créé à une tessiture telle qu'effectivement, je voulais qu'on ait des moments de curiosité en se disant mais où est le piano, où est les timbales? Des moments, évidemment, c'est parfaitement perceptible, mais d'autres, non. Et c'est cette idée-là à laquelle je voulais me confronter, parce que, par exemple, quand j'écoute la sonate de Bartók, les timbales sont là, le piano est là. Bien sûr, ils avancent de concert, mais on a l'impression d'avoir 2 personnes qui marchent côte à côte. Dans le cas de ma pièce, c'est pas du tout le cas. Vous avez à un moment donné, vous savez plus qui joue. Et dans la pièce centrale, j'utilise le vibraphone avec le Célestin. Vous voyez comme quoi j'ai la pensée de Bartók aussi, encore une fois. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous fermez les yeux, vous ne savez pas à quel moment joue la pianiste ou joue le vibraphoniste. Le choix des instruments, c'est réellement Florent qui est à l'origine de ça. C'est-à-dire que c'est amusant, il y avait des cymbales, moi j'entendais des sons plutôt graves, des sons sourds, des sons un peu, j'allais dire presque telluriques. Et il est arrivé avec des instruments, j'allais dire presque de sonorité industrielle, sonorité vous voyez, comme on pourrait dire, vous savez, comme une sirène de train dans le lointain. Vous verrez, il y a des moments, on entend, et ça crée un univers tout de suite, alors que l'écriture marque cymbale. Cymbale ride, donc plus précis, cymbale cloutée. Bien sûr, il y a l'instrumentarium, mais il y a le mode, la façon de jouer, et ça, c'est effectivement avec Florent que j'ai vu ça pour ce type de travail. Je suis allé dans une de ses nombreuses brocantes sonores. On trouve aussi bien à la maison de la radio, je ne devrais pas dire tous les endroits où sont stockés tous ces instruments merveilleux, et qui ont réellement eu un élément stimulant. Et on s'est vu il n'y a pas si longtemps pour un projet futur. C'est dire combien j'y tiens. Et Jean-Marc, alors, qu'est-ce que ça représente d'avoir un disque un peu rétrospectif sur une période de création de quelques années? C'est se confronter à une façon de regarder la musique comme on la voyait à un moment. Je dois dire que j'ai pas changé foncièrement. Simplement, ce qui a changé, c'est que j'étais dans une écriture strictement instrumentale. Et donc, les problèmes que j'aborde maintenant, qui sont liés souvent avec le texte, avec la voix, le sens, c'est un autre domaine. Mais sinon, ce que j'écris, j'ai pas l'impression aujourd'hui que ça change ma façon de voir la précision de l'écriture, le sens de l'écriture, ce que je crois à l'écrit.
Super. On peut pas dire plus. Super.